Donc je vais commencer par présenter les participants à cette table ronde. De votre droite à votre gauche, donc à ma gauche, Jean-Marc Lange, qui est professeur en didactique des sciences de la vie, qui est aussi directeur du laboratoire LIRDEF, qui est un laboratoire à la fois porté par l'Université de Montpellier et l'Université de Montpellier 3. C'est important à souligner. À ma gauche, ce n'est pas Nathalie Moureau, c'est Natacha Pigeon, qui est maîtresse de conférences HDR en sciences de gestion et membre du laboratoire CORIS de l'Université de Montpellier 3. Vous cherchez Charles Heimberg, vous ne le trouvez pas, c'est normal, parce que ce colloque est frappé du mauvais œil depuis longtemps et Charles Heimberg est empêché par des questions médicales assez problématiques. Donc on pense à lui, mais il n'est pas là. À votre extrême gauche, sans connotation, en tout cas pas pour l'instant, nous avons Grégory Ackermann, qui est un sociologue chargé de recherche à l'INRA et membre de l'équipe Innovation. Et enfin, vous connaissez bien Vincente Fortier, juriste, directrice de recherche, CNRS en sociologie et sciences du droit, directrice aussi de l'UMR, droit, religion, entreprise et société à l'université de Strasbourg. Mais elle, en fait, c'est une semi-locale puisqu'elle a été très longtemps présente sur l'université de Montpellier. Donc voici le panel, si je puis dire. Maintenant, la question, alors on l'a intitulé « Le chercheur face à ses différents commanditaires ». En fait, c'est une question qu'on aurait pu, le titre, on aurait pu l'appliquer également aux tables rondes d'hier, tant et si bien que nous avons des commanditaires qui nous pressent de pratiquer de telle ou telle manière, d'aller chercher des fonds ici ou là, de choisir certains thèmes de recherche plutôt que d'autres. Bref, il y a plein d'incitations auxquelles les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont soumis, enfin plus ou moins soumis. Donc là, ce qu'on voulait faire ce matin, à partir de points de vue disciplinaires différents, revenir sur un certain nombre d'expériences que nous vivons, enfin surtout eux, pour essayer de mettre le doigt sur ce que les demandes sociales, les demandes qui émanent de la société et qui sont plus ou moins relayées fortement par les institutions, nos tutelles, nos organisations, nos universités, mais aussi d'autres acteurs avec lesquels on intervient, on interagit. Je veux parler par exemple des collectivités locales, des collectivités territoriales, des associations aussi. Bref, il y a tout un ensemble de demandes qui remontent de la société, qui nous atteignent, qui nous sollicitent. Et donc la question, c'est de voir en quoi ces demandes sociales de tous ordres influent sur notre façon de faire de la recherche, impactent éventuellement nos choix d'objets de recherche. Est-ce que ça réoriente nos objets de recherche? Et puis également, autre corollaire, est-ce que ça influe sur notre façon d'envisager notre enseignement? Est-ce que ça influe sur les maquettes d'enseignement, par exemple? Est-ce que ça influe sur les maquettes du doctorat? Est-ce que ça influe sur les maquettes de master? Est-ce que de nouvelles formations sont issues ou générées par justement cette demande sociale qui est très diffuse, hein, donc elle est très difficile à circonscrire. Néanmoins, elle produit des effets, même à notre cœur défendant. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long. Je ne sais pas dans quel ordre on avait prévu. En fait, on n'avait pas prévu d'ordre. Je vais donner la parole à l'extrême gauche, donc tout de suite à Grégory, en lui précisant que ce micro, c'est pour la captation et l'autre, c'est pour la salle. Donc il faut parler assez proche des deux micros. Des deux micros. Oui. C'est un exercice très difficile.
difficile, mais à Montpellier, on est assez acrobat. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, déjà, merci beaucoup pour cette invitation à cette table ronde. Je vais faire une intervention, donc c'est 10 minutes, c'est ça à peu près? Oui, 10 minutes, un quart d'heure. D'accord, donc on n'a pas... On n'est pas à 2 minutes. D'accord. Si vous êtes trop long, je vous coupe. Très bien. Du coup, je ne vais pas forcément répondre exactement aux questions qui viennent d'être posées. Je vais plutôt faire intervenir sur la question de cette demande sociale. Finalement, qu'est-ce qu'elle est, comment elle se situe, et puis quels sont aussi les dispositifs qui permettent d'avoir une pratique plus ou moins autonome vis-à-vis de ces demandes. Donc, on m'a demandé d'intervenir, je pense, parce que j'ai écrit une thèse sur l'entrepreneuriat en sciences humaines et sociales, et donc sur la manière dont des chercheurs, mais aussi des praticiens, qui sont donc des diplômés de master ou des jeunes docteurs, qui proposent des prestations de services sur la base de leur savoir disciplinaire à des commanditaires qui peuvent être des entreprises ou des collectivités territoriales, des associations, etc. Donc c'est pour rappeler qu'il y a tout un champ de chercheurs, entre guillemets, qui va du professeur jusqu'au jeune diplômé qui essaye de créer une activité professionnelle après avoir eu un niveau de master, et que du coup, ces différents statuts de chercheurs ou consultants aussi pour certains, puisque ça dépend aussi du type de prestations qui sont ensuite proposées par ces différents représentants des disciplines. Donc cette diversité crée aussi des différences assez fortes dans la manière dont ils peuvent pratiquer en autonomie leur discipline, leur savoir, et mettre en pratique leurs méthodes, leurs approches. Je voulais aussi introduire du coup mon propos sur le fait qu'il existe un débat assez important dans les différentes disciplines de sciences humaines et sociales entre les tenants d'un côté d'une science, d'une recherche pure qui serait totalement découpée de toute demande sociale, qui serait une forme un peu de science pour la science ou de l'art pour l'art, et qui est portée selon les disciplines, par des collectifs plus ou moins importants. Je peux vous citer par exemple une citation donc, du sociologue Bernard Lahire, qui a écrit un ouvrage, je ne sais plus, je crois que c'est en 2002, qui s'intitulait « À quoi sert la sociologie ?», dans lequel il écrit « Tout sociologue qui prétend faire œuvre scientifique et par conséquent défendre son indépendance d'esprit contre toute imposition extérieure à la logique de son métier est amené un jour ou l'autre à défendre, discrètement ou rageusement, sa liberté à l'égard de toute espèce de demande sociale, politique, religieuse, économique, bureaucratique. » Donc c'est un point de vue qui est celui de la défense de l'autonomie parfaite vis-à-vis de toute injonction extérieure. À l'opposé, en sociologie notamment, mais pas seulement, d'autres chercheurs ou praticiens défendent plutôt une science qui serait appliquée et qui pourrait s'exercer en dehors des institutions de recherche, en dehors de l'université, et qui serait finalement assez équivalente à la recherche qui est menée dans les instituts, à la recherche académique finalement, et qui pourrait être donc faite pour le compte de commanditaires, et qui pourrait être menée aussi bien donc par des universitaires, par des chercheurs ou par des praticiens qui travailleraient dans des bureaux d'études pour le compte d'entreprises ou de collectivités. Et pour eux, finalement, toute enquête est toujours réalisée sous contrainte, que ce soit une thèse qui est réalisée sous la contrainte du directeur de thèse, ou que ce soit un contrat d'études qui est réalisé pour une collectivité territoriale et qui est une prestation de service rémunérée par un client. Pourquoi c'est équivalent? Parce que finalement, tous ces chercheurs, tous ces praticiens des disciplines utiliseraient les mêmes méthodes et donc la même rigueur méthodologique dans leurs travaux. Alors finalement, ce sont deux pôles qui n'ont pas la même force, la même attractivité dans toutes les disciplines.
Et cette attractivité, elle va être dépendante aussi de l'histoire, de la constitution de ces disciplines, et aussi des époques, puisque que ce soit en sociologie, en géographie ou en anthropologie, chacune de ces disciplines ont eu des rapports différents à cette commande sociale et aussi en parallèle à la professionnalisation, donc des diplômés pour qu'ils trouvent ensuite des débouchés professionnels. On peut pointer des différences, par exemple, à travers 3 exemples que je vais prendre, qui est celui de la géographie, celui de l'histoire et puis celui de la psychologie. Donc rapidement, la géographie, elle a été pendant très longtemps consubstantielle de la conquête des territoires, donc elle avait une utilité directe. Il y a même un ouvrage, je crois qu'il date de 70, qui est intitulé La géographie, ça sert à faire la guerre. Donc c'est une géographie qui pendant très longtemps a été pensée comme un outil pour la conquête. Et puis finalement, au tournant du XXe siècle, elle se centre sur des préoccupations purement scientifiques, aussi liées aux besoins d'enseignants. Et puis elle s'éloigne finalement de cette demande sociale et elle tarde à s'y investir ensuite, contrairement aux sociologues qui, dans les années, dans la période d'après-guerre, viennent sur la planification urbaine, avec la sociologie urbaine, etc., alors que les géographes restent un petit peu en retrait. Donc vous voyez, il y a des mouvements différents entre la sociologie et la géographie sur cette question, par exemple, de la planification, de l'aménagement du territoire, etc. Et puis finalement, dans une période plus récente, la géographie maintenant travaille surtout dans l'aménagement du territoire, très en lien avec les collectivités territoriales, etc. Le cas de l'histoire est très différent. L'histoire, finalement, c'est une discipline qui est restée assez autonome vis-à-vis des demandes sociales. Il y a eu dans les années 80 quelques essais d'une public history à la française, donc une histoire qui répondrait à une demande, notamment demande des entreprises pour faire de l'histoire d'entreprise ou demande dans l'audiovisuel ou pour faire du conseil, mais elle est restée finalement assez éloignée des contrats et il y a finalement très peu de contrats de recherche historique qui se font en dehors de l'université et des instituts de recherche. En psychologie, par contre, la psychologie c'est totalement institutionnalisé sur son versant appliqué, puisque dans les années 80, ils ont obtenu la reconnaissance du titre de psychologue clinicien, qui permet à des diplômés de niveau Bac+5 d'avoir une pratique professionnelle et d'obtenir du coup des postes dans des institutions et d'avoir une pratique qui est réglementée. Du coup, cette discipline-là, c'est totalement polarisé avec le versant appliqué qui s'est polarisé sur la figure du psychologue clinicien. Du coup, dans ces 3 exemples, on voit qu'il y a finalement des demandes qui ont aussi des niveaux différents. On a des demandes qui sont parfois relativement homogènes et qui concernent plutôt des méthodes autour du recueil de données, autour de la construction d'indicateurs, et qui sont des demandes qui sont adressées finalement de manière assez uniforme à toutes les sciences humaines et sociales. Ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui sait faire de l'entretien, de l'analyse documentaire, des questionnaires, etc. Et finalement, ces méthodes, elles doivent être mises en œuvre dans le cadre, par exemple, d'évaluation des politiques publiques dans différents champs thématiques. Elles émanent du coup des collectivités publiques et concernent plutôt du coup des bureaux d'études, mais aussi des universitaires. À l'opposé, il existe un autre type de demande qui sont des demandes qui sont très hétérogènes et qui vont être ciblées sur des professionnels en particulier, des figures de la discipline en particulier, et qui va donc s'adresser à un expert qui est reconnu sur une thématique particulière, sur une période particulière, un objet en particulier, et moins sur une technicité qui serait propre à sa discipline. C'est plus l'expertise, et puis du coup, ce qu'on demande, c'est le nom, c'est d'avoir Frédéric Rousseau ou Grégory Ackermann ou j'ai perdu vos prénoms. On n'est plus sur la demande d'une technicité qui serait je veux avoir la prestation d'un historien, d'un sociologue, d'un juriste, etc. Et du coup, entre ces 2 types de demandes, donc une qui est vraiment portée sur une personne et puis une autre qui est portée plutôt sur des méthodes qui sont assez partagées dans les sciences humaines et sociales, on a finalement assez peu de demandes qui portent sur des savoirs disciplinaires en particulier. Sauf peut-être dans le cas de la psychologie qui a justement institutionnalisé ce titre, et du coup il y a une demande qui émane des citoyens autour de prestations de type psychologique. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir en tête aussi
que ce que j'ai dit un petit peu en introduction, les chercheurs ou les praticiens de ces disciplines ont des statuts qui sont finalement très différents. Des doctorants, des diplômés, des jeunes docteurs, des enseignants-chercheurs, des instituts de recherche, etc. Et du coup, on a des chercheurs qui sont plutôt rattachés à des institutions académiques, et puis d'autres qui travaillent sur contrat, qui ont leur propre activité, qui sont à leur propre compte, qui ont créé une SARL, qui sont en profession libérale, voire en auto-entrepreneur. Du coup, ces statuts ne donnent pas les mêmes protections dans l'autonomie des pratiques professionnelles. Et quand le chercheur doit faire face à une complexité, à une incertitude qui entoure son objet d'étude, il doit du coup être amené à faire des choix. Des choix qui donnent un caractère incommensurable à son activité professionnelle, à son service. Et du coup, pour procéder à ces choix, il doit le faire normalement d'un point de vue uniquement scientifique, suivre une logique uniquement scientifique. Pour suivre cette logique, du coup, le chercheur doit être protégé de toute injonction extérieure. Il doit pouvoir agir sans contrainte grâce, du coup, à un dispositif juridique qui va le protéger. Et du coup, finalement, ce qu'on voit, c'est que seuls les chercheurs qui sont membres des institutions bénéficient de cette protection du fait qu'ils ont un statut de fonctionnaire de l'État et qu'ils peuvent œuvrer, pratiquer finalement en ayant ce minimum de protection. Du coup, pour tous les autres cas, la question de l'autonomie, finalement, elle est posée. Et donc, si on revient à ces types de demandes qui sont adressées à cette diversité de chercheurs, lorsque la demande est adressée à un individu en particulier, à un expert de sa discipline, d'une période, d'un objet, etc., finalement, l'autonomie de la pratique professionnelle, elle peut être préservée dans le service qui est attendu, parce que c'est un service qui est personnifié. Ce qu'on demande, ce qui est attendu par le commanditaire, c'est pas de faire un travail pour le commanditaire, c'est que ce soit le sociologue machin ou l'historien qui fasse le travail. C'est-à-dire on veut le travail de Dubé, on veut le travail de Rousseau, etc. Alors que lorsqu'on s'éloigne de ces types de demandes qui ne sont pas adressées à un expert en particulier, là, toute cette question de l'autonomie, puisqu'il n'y a pas nécessairement de protection, est posée. Et donc, on revient sur ces grands débats qui existent entre est-ce que finalement, il est possible de faire une recherche en dehors du monde académique et comment finalement réussir à avoir cette autonomie dans la pratique professionnelle lorsqu'on a une thèse, un doctorat, et qu'on n'a pas forcément, et qu'on a envie de poursuivre nos travaux en dehors du monde académique. Voilà. Merci beaucoup Grégory. Je crois que les enjeux donc, sont très bien posés d'emblée, donc un grand merci. On va continuer tout de suite avec Natacha, si elle veut bien. Bonjour. C'est entre les deux micros, oui. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, je suis donc Natacha Pigeon, j'ai été présentée. Je suis spécialisée en gestion des ressources humaines dans une discipline qui sont les sciences de gestion. Donc, les sciences de gestion, peut-être c'est quoi je ne sais pas si vous êtes sensibilisés à cette discipline. C'est l'étude finalement de l'entreprise et du fonctionnement des organisations. Et ces études, on peut les mener au niveau individuel, au niveau du groupe ou au niveau organisationnel. Et je dirais peut-être que la spécificité, la particularité de cette discipline parmi les autres sciences sociales, c'est qu'on est tourné justement vers une attente sociale, une attente managériale. Donc on demande à nos doctorants, avant de se lancer dans un projet de recherche, un sujet de thèse, qu'il y ait un intérêt managérial à la recherche. De même, dans nos productions plus académiques, après les revues, ont une attente également, quel est l'intérêt managérial de la publication. Donc on est d'entrée de jeu ancré dans cette attente d'acteurs, donc organisationnels, académiques, mais également l'entreprise dans son environnement plus large fait appel à des acteurs et à un cadre plus élargi. Donc on a le cadre européen
qui va poser des contraintes donc, aux organisations, le cadre national et le cadre législatif. En qualité de chercheur en sciences de gestion, on est souvent demandé et reconnu en qualité d'expert auprès des organisations ou d'associations notamment. Par exemple, donc je vous fais un petit retour d'expérience. J'ai été sollicitée, donc travaillant sur les questions de l'emploi des seniors, j'ai été sollicitée par l'entreprise Veolia pour évaluer leur plan et accord senior, et après ils m'ont intégré dans leur rapport diversité. Donc finalement on a ce statut d'expert, et les entreprises quand elles nous démarchent sont plutôt dans une attente un petit peu de consulting de haut niveau avec des cadres de référence. J'ai également eu l'occasion de donner une formation pour des spécialistes d'entreprises, de grandes entreprises, de la diversité. Donc il y avait des acteurs de grandes banques françaises, de la SNCF. Donc ils attendent un retour précis d'expertise, et ils attendent surtout des solutions de notre part, des bonnes pratiques, et c'est là où on diverge parfois dans le cadre de nos objets de recherche. Alors peut-être à la question est-ce que ça peut réorienter nos recherches, j'ai moi-même commencé ma thèse sur un autre sujet qui était la gestion des compétences, et c'est en allant sur le terrain que j'ai carrément, au bout de la 3e année, réorienté mon sujet de thèse suite à une demande sociale. Donc j'ai intégré un projet européen où finalement, ça a fait sens pour moi. Donc je stagnais un petit peu en qualité de doctorante dans la théorie, etc. Et j'avais du mal à accéder à mon étude empirique au terrain. Et puis en rencontrant des acteurs qui travaillait sur un projet européen, j'ai repensé mon approche. Bon, j'ai pu réutiliser mon travail précédent, mais ça a donné un sens. Donc pour moi, ça m'a permis de me débloquer à un moment donné dans le cadre de mon travail doctoral, et même ça a réorienté mon travail au sens large. Donc les acteurs européens, finalement, sur la stratégie européenne pour l'emploi, ils sont dans des logiques où ils vont rechercher une exemplarité, une diffusion de bonnes pratiques dans le cadre de leur démarche. Ils sont dans des logiques d'expérimentation pour trouver des solutions ensuite à appliquer et diffuser dans les pays membres de l'Union européenne. Donc moi, la particularité que j'ai eue en qualité de doctorante à l'époque, c'était de dire, moi d'habitude, j'observe en sciences de gestion, on observe les organisations, et là, l'attente au niveau européen, c'était de trouver des bonnes pratiques qui n'existaient pas nécessairement. Donc il y a eu un gap, un écart entre la réalité finalement d'observation que j'ai pu avoir dans le cadre de mon doctorat et l'attente au niveau européen. Donc concrètement, comment je me suis un petit peu arrangée de cette situation, c'est dans la construction théorique. Finalement, j'ai mis en perspective, et c'est là où ça a eu un impact sur mon objet de recherche. Finalement, j'ai créé plusieurs modèles au lieu d'être dans une approche unique, où j'ai pris en considération l'approche normative européenne de diffusion de bonnes pratiques comme un objectif, un modèle contemporain vers lequel les organisations allaient être amenées à réfléchir. J'ai également pris les constats issus de la littérature pour construire un modèle qui était plus ancré sur les discriminations d'âge, les constats de l'exclusion des seniors, pour faire mon propre modèle. Donc finalement, j'ai créé un lien entre l'attente sociale européenne et l'existant théorique. Et mon modèle, finalement, c'est un modèle transitionnel qui prenait en considération à la fois les exigences et la volonté d'inclusion demandée par l'approche européenne et l'exclusion constatée dans les travaux académiques. Donc finalement, j'ai construit mon propre modèle qui mettait en interaction l'attente sociale et les constats que j'avais pu effectuer. Donc voilà comment ça a pu influencer un objet de recherche. Et ensuite, donc, ces projets européens, il y a des objectifs européens. Et ensuite, on est passé à une étape de la déclinaison nationale de ces objectifs européens. Et là, toujours pour vous faire part de mon expérience, il y a eu un plan national sur l'action concertée de l'emploi des seniors, où l'idée, c'était d'amener les acteurs au niveau francophone, français cette fois-ci, à réfléchir et à interroger les pratiques qui permettaient de maintenir un emploi des seniors. Et là, dans ce plan national, il y a eu un appel à projet de recherche lancé par la DARES, où l'idée, c'était de sensibiliser les chercheurs aux questions de l'emploi des seniors.
Donc moi, j'étais en fin de thèse, j'ai répondu à cet appel à projet, et forte de mon expérience avec les acteurs européens, j'étais vraiment dans la logique. Donc j'ai pu rentrer dans ces projets. Il y avait également des économistes, des sociologues, j'étais le seul projet gestionnaire. Et là, je me suis aperçue que l'attente, il faut vraiment comprendre quand on est, que ce soit un projet qui soit financé ou pas, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'attente des acteurs avec qui vous dialoguez. Donc là, effectivement, je l'ai compris un petit peu au fil de l'eau, ouais, par essai-erreur, par l'expérience. Et je me suis aperçue qu'en fait, les attentes à ce niveau-là, l'objectif de ces projets, c'était d'identifier les pratiques existantes pour ensuite pouvoir légiférer et orienter les acteurs organisationnels dans un deuxième temps. Donc ça, je l'ai constaté a posteriori, pas quand je faisais ma recherche. Et c'est là où on voit qu'on a deux types de recherche. L'attente de cet acteur-là, finalement, c'était une attente, un objet de recherche basé sur le contenu, décrire le contenu des pratiques, des acteurs organisationnels. Alors que moi, le positionnement que j'avais adopté à ce moment-là, c'était plus comprendre pourquoi les acteurs organisationnels ne mettaient pas en place des pratiques favorisant l'emploi des seniors. Donc j'étais en décalage finalement par rapport à l'attente de ce commanditaire-là. Donc ça, je l'ai compris après. Aujourd'hui, ce que je tire de cette expérience, c'est vraiment, sans remettre en cause ma façon de fonctionner, et ce qui était important pour moi, qui était comprendre comment les acteurs adhèrent ou pas à ces pratiques-là. L'idée, c'est de rester sur une double logique, une qui réponde, être capable de construire ce raisonnement, une qui réponde donc à l'acteur commanditaire, financeur ou pas. C'est vrai que quand on est financé, on a beaucoup plus de pression que quand on ne l'est pas. Et une autre où on puisse dialoguer avec le milieu académique. Donc c'est la capacité à mener cette double réflexion et ce double discours à partir d'une même réalité. Et enfin, dernière expérience, si j'ai le temps, oui. C'est une fois que la loi a été créée, la loi de sécurité sociale 2009, c'est une loi qui a obligé les entreprises à mettre en place des plans et accords seniors dans leur organisation. Et donc là, troisième moment clé d'évolution de mes travaux, donc ancré sur une attente sociale, cette fois-ci, j'ai décidé d'observer comment les acteurs organisationnels s'appropriaient cette question-là. Et là, cette fois-ci, j'ai travaillé avec l'ARACT, j'étais en Bretagne, j'étais à l'université de Rennes 1 à l'époque, avec l'ARACT Bretagne, donc c'est l'agence régionale pour l'action sur les conditions de travail, qui était également mandatée par l'État pour explorer et comprendre les entreprises sur cette question du maintien en emploi des seniors. Donc, étant d'origine montpelliéraine, je ne connaissais pas bien le tissu économique local. Je me suis rapprochée de cet acteur-là qui avait un accès privilégié au terrain. Et là, c'est une expérience nouvelle, j'ai envie de dire, liée à la temporalité un petit peu de l'exercice de la recherche. Donc, l'ARAC Bretagne, ce sont plutôt des consultants qui sont mandatés par l'État pour agir sur les conditions de travail. Mais ils ont cette volonté également de diffusion des savoirs. Mais on n'est pas sur le même niveau de diffusion. Donc leur production est vraiment centrée sur les bonnes pratiques, toujours des illustrations concrètes. Et on est dans des approches très descriptives, alors que moi, dans mon approche, j'étais davantage sur des approches analytiques. Et donc là, la temporalité, mon collaborateur, c'était toutes les semaines, il avançait presque, il y avait un papier par semaine. Et moi, j'avais du mal à suivre. Mais en même temps, au final, ça m'a lancé dans une dynamique extrêmement positive, où on a même eu un prix dans notre congrès académique en gestion des ressources humaines, le prix de la meilleure communication. Donc il y a eu un écho très positif et un accueil positif de la part du milieu académique. Et puis ce prix faisant, ça a fait effet boule de neige, coordination d'un dossier spécial pour une revue. Et finalement, c'est par cette collaboration qui au début, ça permettait un accès au terrain, mais il y avait une temporalité sur l'exercice différent. Et cette pression temporelle, elle a été fructueuse en termes de publication vulgarisée ou plus académique également. Donc ça, c'est vraiment la troisième expérience. Et cette fois-ci, c'était collaborer avec les acteurs académiques. Donc voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. J'ai oublié de préciser une chose tout à l'heure en début, c'est que donc,
chacun prend la parole pour présenter son point de vue pendant 10 minutes, 12 minutes, un quart d'heure. Ensuite, ils vont essayer de se poser des questions ou de réagir à ce que les uns et les autres auront dit. Et ensuite, nous attendons aussi vos réactions. C'est-à-dire qu'on voudrait une table ronde qui interagisse avec vous, que vous ne soyez pas simplement passif, voilà, mais attentif néanmoins. Jean-Marc Lange. D'accord. Vous entendez bien? Non. Faut que je me rapproche du micro, comme ça. Voilà, c'est moi, parce que le micro est fixe. Merci aux organisateurs, Frédéric en particulier, là, pour l'invitation à cette table ronde. J'ai eu peur qu'ils disent que j'étais à l'extrême droite, alors je m'apprêtais à me défendre. Non, mais j'ai senti, je ne sais pas trop où je suis, mais sûrement pas à l'extrême droite, en tout cas. Voilà, donc moi j'ai compris la commande comme étant une narration en fait d'une expérience de chercheur et les questions que cela me pose en tant que chercheur en sciences d'éducation et de la formation. Vous savez que notre CNU a changé de titre, hein, c'est sciences de l'éducation et de la formation maintenant, de façon à prendre en compte, là aussi une illusion d'ailleurs fondamentale, c'est que les sciences de l'éducation et de la formation ne s'intéressent pas qu'au cadre scolaire. Et c'est ce que signifie ce changement. Alors, la commande de Frédéric sur les commanditaires et leurs effets, je vais dresser un tableau à partir des expériences que j'ai vécues. Personnellement, je n'ai pas de réflexion particulièrement théorique sur le sujet, mais c'est vraiment une expérience personnelle et d'observation de ce que j'ai vu dans mes différentes fonctions. Alors les commanditaires, moi j'en vois trois sortes. Il y a les commanditaires institutionnels, ceux qui sont la clé du financement, et donc auxquels on va évidemment faire appel, parce que sinon il n'y a pas de financement. Ça, c'est la première chose à accepter dans les laboratoires. Le récurrent est très faible dans nos domaines en tout cas. Il y a des commanditaires que je dirais un peu intermédiaires, la société civile, mais je vous en dirai plus après. Et puis, il y a la société par elle-même, c'est des commanditaires que je dirais commanditaires moraux ou éthiques. Voilà un peu les trois types de commanditaires auxquels j'étais confronté ou je suis encore confronté. Alors, sur les commanditaires institutionnels, je vais partir de l'échelle européenne pour arriver au plus local. Au niveau européen, je ne sais pas si vous connaissez l'organisation de la recherche, il y a eu les programmes dits FP7 et maintenant on est dans le programme Horizon 2020. Alors ces programmes sont très intéressants si vous vous préparez une carrière internationale, c'est même indispensable. Vous allez avoir un bilan carbone absolument déplorable, mais vous aurez des contacts un peu partout et vous aurez fait beaucoup de voyages. Alors moi, la question que cela me pose, les appels à projets du type H2020, comme on dit chez nous, c'est quel type de recherche y a-t-il là-dedans? Est-ce qu'il s'agit vraiment de recherche ? Je me pose franchement la question, est-ce qu'il s'agit plutôt d'innovation? Est-ce que ce qu'on nous demande de faire, ne serait-il pas plutôt de l'expertise? Voilà, ça m'interroge du point de vue éthique et du point de vue déontologique là, du professionnel. Ce qu'on nous demande de faire dans notre domaine, hein, c'est du benchmarking. C'est des bonnes pratiques. Vous parliez, ma voisine tout de suite, là, de bonnes pratiques. Déterminer des bonnes pratiques, mais fondamentalement, on pense, comme chercheur en sciences d'éducation, c'est qu'il n'y a pas de bonnes pratiques. Donc, on a un vrai problème éthique là, qui se pose. Répondre à ces commandes, oui, mais en gros, plutôt à contre-cœur et plutôt pour des raisons budgétaires et de carrière, j'oserais dire, en forçant peut-être un peu le trait. Hein. Alors, un autre type d'appel à projet, ce sont les projets Erasmus+. Alors là, clairement, la visée, c'est d'expertise. C'est pour faire une production de quelque chose. Mais ceci dit, ce type de recherche est suffisamment souple, parce que l'autre est d'une lourdeur, H2020, c'est d'une lourdeur managériale
excusez-moi, qui est absolument folle et qui prend en fait le plus de temps et le plus de financement aussi, hein, sur ce qu'on peut retirer pour faire de la recherche réellement. Donc Erasmus+ donne une certaine liberté. On peut greffer des vrais projets de recherche dessus. À partir du moment où on accepte qu'il y a un tuyau avec donc des livrables, mais le tuyau, on peut le considérer comme percé. Et à côté, autour, on peut faire des recherches et se faire plaisir autour de programmes de ce type-là. Au niveau national, eh bien, c'est l'Agence nationale de la recherche. Hein, et là, il me semble qu'on a un vrai équilibre entre des intérêts de recherche, les financements que l'on recherche à d'autres points de vue. On a des programmes qui sont plutôt très intéressants, mais c'est ambivalent, il y a un côté positif, il faut raisonner par mots-clés, il faut rentrer là encore dans un tuyau, mais ce travail sur les mots-clés est un vrai travail de conceptualisation en fait. Et donc ça oblige à clarifier ces objets, car si on répond à un appel qui ne correspond pas à ce que l'on est en mesure de faire, de toute façon, la sélection est terrible, donc ça sera l'effondrement. Mais une fois que vous êtes sélectionné, là, il y a un vrai travail de recherche qui est bien financé. Si vous avez bien choisi votre programme, vous allez y trouver beaucoup de plaisir et sans ambiguïté du point de vue éthique et professionnel. Encore une dimension institutionnelle, c'est les collectivités territoriales, la région, etc., les municipalités. Au niveau régional, on retrouve un peu la question générale des bonnes pratiques dans nos domaines. Ça, c'est quelque chose qui est un peu permanent et qui est assez compliqué à faire comprendre, encore plus lorsqu'il y a des appels de municipalités, par exemple. Alors dans nos domaines, parce que moi je travaille plutôt sur les questions environnementales, développement durable, etc., on nous demande toujours de pouvoir mesurer le comportement, les changements de comportement suite à des actions éducatives. Et là, la seule réponse qu'on peut donner, c'est adressez-vous à un cabinet d'études. Ce n'est pas un travail de recherche. On n'a rien à dire sur le changement de comportement. Si on savait comment les gens changent de comportement, voilà, c'est pas donc là, il y a un gap entre le commanditaire et le type de réponse ou de travaux que l'on peut faire. Il y a les commanditaires locaux aussi, universitaires, etc., ou d'autres organismes institutionnels. Et là, on va tomber dans le temps court. Alors là, c'est un autre enjeu. Des recherches sur un temps court. Le temps de la recherche et le temps du commanditaire, là, sont souvent différents. Et là, on retrouve un fossé qui peut poser un problème. Et puis, dernier commanditaire institutionnel, c'est l'éducation nationale, par exemple. Et là, on va avoir des demandes qui sont de l'ordre des recherches appliquées, extrêmement utilitaristes, en fait. Et on retrouve, ce qui est un peu un fil conducteur quand même, la question des bonnes pratiques dans tout ça. Et est-ce que le chercheur peut, oui, il y en a qui le font, mais est-ce qu'il peut prendre toute sa mesure dans simplement une réponse à des visées utilitaristes ? Quand la recherche est trop appliquée, il me semble ou trop utilitaire, ça pose quand même un sérieux problème de conceptualisation, de problématisation, etc. Alors, bon, ça, c'était un peu les commanditaires institutionnels. Il y a aussi des commanditaires transversaux. Je pense à d'autres institutions, comme par exemple la Fondation de France ou l'ADEME, etc., qui font des appels à projets. Là, quand on arrive à les décrocher, qui nous permettent d'avoir des programmes de recherche extrêmement intéressants. Il y a une grande diversité, donc finalement on peut choisir ce qui plaît. Car il me semble qu'avant tout, un chercheur doit se faire plaisir. Et si on fait de la recherche sans plaisir sur les benchmarks ou les bonnes pratiques, franchement, on se fait violence en fait, du point de vue de l'éthique et du point de vue des pratiques. On n'a pas fait tout ça pour ça, en fait, voilà.
Et puis dans le monde, là je passe progressivement au monde de la société non institutionnelle, même si c'est des institutions. Il y a le monde associatif. Alors nous avons beaucoup de sollicitations du point de vue du monde associatif, qui sont souvent même en recherche de légitimité. C'est-à-dire ils cherchent à comprendre comment ils fonctionnent, comment ils peuvent s'adapter aux évolutions de la société. Et donc leur demande, c'est ça, c'est leur donner une source de légitimité. Ils font appel à nous, alors parfois pour des recherches collaboratives, qui peuvent être là extrêmement intéressantes. Une recherche collaborative, ça veut dire qu'il va falloir définir en commun une problématique qui correspond à un enjeu social pour les institutions, pour les associations, et puis définir des hypothèses, des méthodes de travail, même si l'analyse reste à la charge du chercheur, mais c'est un peu ça l'idée de recherche collaborative. Là, on peut avoir des choses extrêmement plaisantes, mais le monde associatif est d'abord un peu compliqué à gérer, souvent assez lent à se décider, il faut beaucoup dialoguer. Et donc là, on a une temporalité qui est presque inverse par rapport au commanditaire de tout à l'heure. On est plus sur des temps longs de la mise en place des choses, alors que tout à l'heure, on était dans le temps court de la demande de réponse. Et puis, il y a, c'est mon dernier point, c'est la demande que je placerai sur le plan moral ou éthique de la responsabilité sociale du chercheur face à des mouvements dans la société, là, comme on peut le constater actuellement, les mouvements de jeunes, par exemple, sur le climat, sur les questions environnementales. Et c'est cette mobilisation des jeunes qui sont en fait nos véritables commanditaires, parce que c'est bien cette demande sociétale-là qui met le chercheur dans une position d'ardente obligation de faire quelque chose dans ce domaine-là. Ça renvoie à la responsabilité sociale des adultes, mais d'une profession. On est là pour essayer d'y répondre et comprendre ce qui se passe. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, en tant que chercheur en sciences de l'éducation et de la formation, il y a à la fois beaucoup de plaisir dans ce travail-là, mais il y a aussi beaucoup de hiatus ou de fossés à combler, et beaucoup de malentendus, en fait. C'est un de nos problèmes principaux, c'est faire comprendre ce que notre spécialité permet de produire comme nature de savoir, avec la dérive managériale, qui, je n'ai rien contre les sciences de la gestion, c'est pas du tout de ce point de vue-là, mais c'est pas la même chose, on pourra en discuter après, mais c'est cette dérive-là, c'est des bonnes pratiques en particulier, qui est vraiment pour nous collectivement, dans notre domaine, mais je pense que dans d'autres aussi, un vrai souci. C'était bien, c'était très bien. Je passe la parole tout de suite à Vincent. Merci beaucoup Frédéric. Alors moi je voudrais d'abord réitérer mes remerciements sous peine de me répéter aux deux directrices de l'école doctorale, parce que c'est un énorme programme. Je sais que ce sont des opérations très très lourdes à monter, et je crois qu'on peut tous leur en être reconnaissants, pour ce qui me concerne. Alors, en fait, comme mes prédécesseurs, j'ai choisi de partir d'exemples qui sont en fait tirés de la situation que nous avons vécue en tant que chercheurs, et je parle là au pluriel parce que l'UMR que je dirige à Strasbourg, il y a une équipe qui s'appelle Droit et Religion. Donc cette situation tout à fait particulière que nous avons vécue après la vague d'attentats terroristes en 2012 et en 2015. Et donc très précisément de la posture du chercheur face à une demande sociale et politique, d'apporter une réponse qui évidemment serait infaillible à la, entre guillemets, radicalisation religieuse. Et ces exemples, d'ailleurs, ça a été très très bien dit par les interlocuteurs précédents, illustrent la tension entre l'urgence de la demande,
le temps long de la recherche et la nécessaire mise à distance du chercheur et ce regard un petit peu distancié et critique qu'il peut toujours et qu'il doit toujours porter. Et ces exemples illustrent d'une part, ils concernent d'une part la recherche que l'on peut faire sur cette problématique qui est hyper complexe et l'enseignement à travers les DU de formation civiles et civiques qui sont voulus et subventionnés par le ministère de l'Intérieur. Alors le domaine de la recherche tout d'abord. Alors une partie des débats, vous le savez, s'est focalisée sur le concept de laïcité et puis un tout petit peu plus tard sur les fameuses valeurs de la République. Laïcité et valeurs de la République qu'il faut absolument transmettre, expliciter, promouvoir afin d'assurer ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le vivre ensemble. Or, jusqu'à ces dernières années, la laïcité apparaissait comme réservée à une petite communauté scientifique, alors des historiens, des philosophes, des sociologues, évidemment des juristes, puisque c'est un concept juridique au départ, chacun travaillant le concept dans son domaine de spécialité et débattant de son contenu dans l'univers clos, feutré, sécurisant de nos amphithéâtres. Mais à partir de 2012, les divers événements dramatiques que nous avons connus ont perturbé le cours tranquille de nos vies d'universitaires qui tricotions, pour ce qui est des juristes, la loi de 1905, le principe de laïcité, la liberté religieuse et toute la jurisprudence qui s'y rapporte. Et les attentats, en faisant émerger cette figure d'un terrorisme fondé sur une religion, mais qu'en d'autres temps nous avons connu, et ça on semble l'oublier, ont en quelque sorte déclenché toute une série d'appels à projets de recherche émanant de toutes les institutions et enjoignant aux chercheurs, spécialistes ou parfois non spécialistes, de travailler sur la radicalisation. H2020, ANR, CNRS avec l'appel attentat, université ou même la mission de recherche droit et justice avec ses appels à projets sur la laïcité. Alors à cela il faut ajouter l'injonction entre guillemets à travailler sur l'islam, il faut absolument des études sur l'islam et assez récemment des contrats doctoraux fléchés radicalisation. Et avec bien évidemment à chaque fois une feuille de route, et là je dirais que je suis assez soft dans le vocabulaire, intitulée « Impact attendu », sous-entendu par la communauté européenne et ses experts, dans les projets notamment, et je rejoins tout à fait mon collègue pour en avoir posé deux, dans les projets H2020. En d'autres termes, ces projets, et particulièrement les projets européens, indiquent, listent les résultats souhaités et par conséquent guident quasiment à main tenue, main très ferme, le montage du projet. Et en réalité, quand on monte ces projets, il nous faut absolument partir des impacts qui sont attendus et on construit le projet pour pouvoir répondre à leurs attentes. Alors, ça peut se comprendre pour partie, il ne faut pas non plus vouer tout aux gémonies. Le commanditaire peut émettre des souhaits, c'est normal puisqu'il va financer la recherche. Mais la question, et vous avez parfaitement raison de la poser, jusqu'où ce financement ou cette demande de financement peut-elle contraindre la recherche? Et j'ajouterai qu'à titre personnel, au moment où j'ai moi-même posé un projet sur ce thème, un H2020, bien que sachant que la voie à ce moment-là qui serait privilégiée serait une approche extrêmement sécuritaire, j'avais choisi avec mon consortium de privilégier une autre approche beaucoup plus libérale. Alors, de tous ces appels à projets et de tous les projets qui ont été retenus, quels sont les résultats ? Honnêtement, ils sont mitigés. Ils sont mitigés et je voudrais simplement rappeler les propos qui étaient tenus par Alain Fuchs, alors PDG du CNRS en 2017, à propos d'ailleurs de l'appel lancé par le CNRS qui s'appelait l'appel attentat. Il s'agit, dit-il, d'un état des lieux dont il reconnaît qu'il a mobilisé beaucoup de temps et d'énergie de la part de nos collègues des SHS et était assorti de propositions qui sont à ce jour et pour l'essentiel restées lettres mortes, car, et ça c'est entre guillemets, expliquer c'est déjà vouloir un peu excuser selon la déclaration du chef de gouvernement de l'époque. Alors, quant à l'injonction, je dirais plus gentiment la demande sociale, c'est-à-dire celle émanant de la société civile, elle nous oblige à aller vers la cité, à quitter notre zone de confort pour transmettre, et c'est bien normal me semble-t-il, notre savoir, nos connaissances à la société civile. Et il me semble qu'il s'agit là d'un devoir du chercheur.
Et dans le domaine qui est le mien, bien évidemment, le but, c'est quoi? C'est de remettre de l'ordre, d'apporter une vision non militante, de donner des éléments de compréhension, de lutter contre les fake news, les préjugés, etc. Et donc, vous voyez, il y a une certaine prise en étau du chercheur, avec notamment le danger de l'opportunisme. Alors ensuite, le domaine de l'enseignement. En 2011, a été créé à l'Université de Strasbourg un diplôme d'université, le DU Droit, Société, Pluralité des religions, dont le but était et est toujours de former des cadres religieux dans l'université publique. Construit dans un cadre, je dirais, assez discret, serein, ordinaire, ce diplôme, à la suite des attentats, a été surexposé et a fait l'objet d'une attention extraordinaire. Et l'une de mes collègues dans mon équipe, d'ailleurs Céline Potier, a écrit récemment à la revue d'histoire des facultés de droit un article extrêmement intéressant et je vais vous en livrer quelques-unes de ses réflexions. Et dans son article, justement, Mme Potier nous explique que le projet strasbourgeois était né de l'anticipation d'une demande sociale, mais presque concomitamment, il s'est inséré dans une commande publique. En effet, la série d'attentats a fait résonner toute une série de questions constituant le programme du DU. Et les responsables politiques, que nous avons d'ailleurs reçus à Strasbourg, ont décidé de dupliquer le format du DU dans d'autres universités françaises. Il y en a un à l'université de Montpellier dans lequel j'enseigne également. Et il y en a à ce jour plus d'une vingtaine sur notre territoire en accordant une subvention. Et ces DU s'intitulent de manière générique DU de formation civile et civique. Ils sont dotés d'une charte déontologique élaborée par le ministère de l'Intérieur et qui énonce d'ailleurs les objectifs de ces diplômes. Alors, comme l'écrit Céline Potier, à chaque fois qu'un acte terroriste atteint notre pays, les pouvoirs publics envisagent, vous le savez, d'organiser le culte musulman. Et il sera maintes fois dit ou suggéré que le diplôme vient répondre aux actes terroristes, qu'il participe de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'intègre dans le cadre de politiques de déradicalisation, et là aussi, énormément de guillemets. Or, le diplôme n'est pas une formation à la déradicalisation des fondamentalistes religieux. C'est une formation qui ambitionne pour ses étudiants une meilleure connaissance des institutions et des principes de la République française, vous l'avez compris, donc notamment des religions, de la place, du rôle que jouent les religions et de leur place dans la laïcité républicaine. Et donc, il faut veiller à ne pas instrumentaliser ce qui doit demeurer une mission universitaire. Il faut être extrêmement clair et refuser toute forme d'essentialisation, et quand on parle de CDU, d'essentialisation des publics inscrits dans la formation, et donc distinguer entre ce que la commande publique envisage comme une des réponses au fondamentalisme religieux et ce que l'université peut apporter en termes de connaissances et d'espace de réflexion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous. On va passer maintenant aux échanges très ouverts. Je vais me permettre de poser quelques questions, juste pour un petit peu titiller Grégory. Qu'est-ce qui te laisse penser, enfin je te tutoie, oui, le micro, pardon. Qu'est-ce qui laisse penser que les historiens seraient parmi les plus autonomes Une question pour Natacha. Donc entre le travail académique purement universitaire, la recherche, et la fonction d'expert, de consultant, comment on fait pour poser la frontière lorsqu'on est enseignant-chercheur? Pour Jean-Marc, et je dirais aussi pour Vincent, parce que les deux se sont bien recoupés, je trouve. Effectivement, il y a une tension entre l'exigence d'autonomie du chercheur, mais aussi, et j'y adhère tout à fait, l'exigence aussi de responsabilité vis-à-vis de la société, qui non seulement nous paye, mais à laquelle nous appartenons. Donc,
comment, là aussi, fait-on le partage et où mettons le curseur, sachant que, bien sûr, nous sommes sous contraintes législatives, légales, réglementaires, contraintes aussi financières. Il y a des moments, c'est compliqué de dire non, en tout cas, franchement. Voilà. Donc, comment fait-on pour tout cela? Alors, je ne sais pas, on commence par l'autonomie des historiens, peut-être. Ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas les historiens les plus autonomes. C'est l'histoire en tant que discipline est restée, fait partie des sciences humaines et sociales qui sont restées le plus dans les laboratoires et qui se pratiquent moins, disons, dans une pratique professionnelle en dehors de l'université. Contrairement à d'autres disciplines comme la sociologie, la psychologie, les sciences du langage, etc. Bon. Du coup, effectivement, il y a ce lien à la société civile. En histoire, ce lien va passer par un certain nombre d'historiens qui vont écrire des ouvrages d'histoire qui vont se vendre parce qu'ils seront lus, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'historiens qui réussissent à communiquer leurs travaux parce que les Français aiment l'histoire, tout simplement, et lisent l'histoire. Ce qui n'existe d'ailleurs pas forcément dans d'autres disciplines, parce que l'histoire fait partie des disciplines qui sont lues par les citoyens. Et du coup, ce lien-là existe. Il est moins, disons, dans une relation de dépendance vis-à-vis d'un commanditaire de type collectivité que peut l'être un géographe qui va travailler sur un schéma territorial quelconque. Voilà, c'est plus pour dire c'est une des disciplines qui est restée le plus, disons, dans les laboratoires, il me semble. Merci. Donc vous posiez la question de la frontière, un petit peu comment on pouvait gérer la frontière entre l'académique et la fonction d'expert. Donc je dirais que finalement c'était la partie peut-être la plus confortable où j'étais dans une posture académique. Justement, c'est la neutralité du chercheur qui permettait de sortir un petit peu des attentes des commanditaires. Donc, par exemple, dans le cadre du 3e projet que j'ai exposé tout à l'heure, avec la collaboration avec l'AREC Bretagne, nous avons eu affaire à un 3e acteur qui était l'Adirect Bretagne. Leur activité, c'est quand même de contrôler les pratiques des organisations, la conformité à la loi, en ce qui concernait les plans et accords seniors. Et donc, cet institut nous a permis de collecter à peu près 126 documents d'entreprise. Donc, ils nous ont ouvert les portes. Donc, c'était quand même, nous, en tant que chercheurs, un lieu intéressant pour étudier tout ça. Mais directement, on a posé le cadre de suite. On a dit, on n'est pas dans une logique d'évaluation des plans et des accords. On est dans une logique d'observation. Ce qui va interroger dans un deuxième temps, ce qui a été évoqué tout à l'heure, la responsabilité sociale du chercheur. Alors, est-ce qu'on se préoccupe ou pas de l'utilisation potentielle sociale de nos recherches? Donc, où c'est qu'on va poser la limite? Et ça, nous, on a engagé une réflexion, on vient de monter un groupe de recherche thématique, donc à la GRH, qui est mon association Merci Académique, voilà, et un groupe de recherche thématique justement sur les recherches sensibles en gestion des ressources humaines. Et une des réflexions que l'on a lancées la semaine dernière, on avait notre première journée la semaine dernière, c'est justement qu'est-ce qu'on fait de nos recherches? Et finalement, l'objet de recherche tel qu'on le construit, en fonction de la segmentation que l'on peut opérer, d'un point de vue statistique, ça peut orienter les décisions prises après au niveau national. Je prends un exemple classique, l'étude sur les discriminations en fonction du profil des personnes que l'on choisit d'intégrer ou non dans l'étude, ça peut mener à des résultats différents en matière de politique publique ensuite. Donc on a quand même une conscience de, quand on travaille sur notre objet de recherche, quelle est l'utilisation sociale qui va en être faite ensuite. Donc ça, c'est un élément important. Merci Frédéric pour cette question, parce que c'est vraiment dans notre domaine disciplinaire une question très vive en fait.
les sciences d'éducation, la formation, les didactiques, etc., ce sont des recherches qui ne peuvent pas être surplombantes ou très peu surplombantes. Et donc, elles sont à visée praxéologique, c'est-à-dire c'est vraiment orienté vers une pratique. Ce qui fait la différence d'ailleurs avec parfois la sociologie qui peut rester beaucoup plus à distance. Nous, il y a forcément, en tout cas, des préconisations, une implication. On a plusieurs types de recherches. On a des recherches très académiques, on a des recherches plus collaboratives ou plus impliquées. Et selon le type de recherche, on n'a pas la même tension entre l'autonomie et la responsabilité. Mais c'est bien là qu'il y a tout le temps la tentation pour le commanditaire de nous demander des solutions pratiques aux questions qu'il se pose. Et comme dans le domaine de recherche dans lequel je suis, ce soit l'éducation à la santé ou l'éducation à l'environnement, développement durable, toutes ces affaires-là, on a souvent des recherches avec des enquêtes qui ne font pas forcément plaisir aux commanditaires, justement. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, à titre personnel, mais également des collègues, et pareil à l'étranger. On discutait récemment avec une collègue espagnole qui nous disait la même chose, c'est-à-dire il y a des résultats de travaux de recherche ou d'enquête que le commanditaire aimerait bien pouvoir garder dans le placard ou au moins discuter dans ces résultats. Voilà, je prends un exemple un peu concret, lorsqu'on dit qu'on a généralisé par exemple l'éducation de développement durable dans le système scolaire français, peut-être, mais sous quelle forme? Parce que nous, on voit 10%. Et quand les résultats de recherche montrent que ce n'est pas de l'éducation, mais qu'il y a éventuellement une certaine sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, donc ça ne fait pas forcément plaisir aux commanditaires. Et parfois, ils veulent retravailler les résultats. Ça m'est arrivé d'être obligé d'intervenir pour protéger un chercheur dans un programme que je dirigeais à l'époque pour dire non, le résultat de la recherche, il est tel qu'il est. Voilà, et donc c'est une particularité, je crois, de notre domaine. Hein. C'est cette orientation praxéologique qui fait que la tentation de l'utilitarisme, du contrôle est peut-être plus fort que dans d'autres domaines qui peuvent prendre un peu plus de distance. Même si, justement, notre travail, c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est prendre de la distance, c'est prendre du temps, du recul critique, même si on va vers des préconisations ou des analyses finalisées. Merci. Oui, alors moi je voudrais rebondir sur plusieurs choses. D'abord sur notre engagement en tant que chercheur vis-à-vis de la société civile. Moi je considère qu'il est majeur. C'est extrêmement important, effectivement, Frédéric l'a dit, on est quand même payé par l'État, c'est-à-dire avec les impôts de tout le monde, et on doit quelque chose. Et comment faire savoir à la société civile. Alors sur le domaine que je connais le mieux, évidemment, les rapports entre droit et religion, à l'Université de Strasbourg, on a un programme à l'université qui s'appelle Culture, Sciences et Société. Et donc, c'est sur le Grand IDEX. Hein. Et là, quand on pose un projet, si le projet est intéressant, est en lien avec la société civile, etc., on peut être financé, bien financé. Et dans mon équipe, on a monté un projet qui est un peu un festival qui s'appelle l'Étoile pour le cinéma de la laïcité. Et en fait, pendant 2 ans, donc on a loué une salle dans un cinéma strasbourgeois qui est très fréquenté. Et là, on projetait des petits documentaires, on faisait venir un grand intervenant et on débattait de la question qui était soulevée par le documentaire. Alors c'était peut-être la construction de la grande mosquée de Strasbourg, c'était sur la conversion, c'était sur les prescriptions alimentaires, la nourriture dans les cantines, les mamans accompagnatrices des enfants, etc. etc. Et là, alors en plus c'était gratuit parce qu'on avait des sous, on louait la salle, donc les gens pouvaient venir et tout. Alors c'est peut-être particulier à Strasbourg, j'en sais rien, mais il y a une véritable appétence
de savoir. Et à chaque fois, c'était ça le comble. Et avec des gens qui posaient des questions extrêmement pertinentes, qui avaient envie de savoir, mais finalement, on nous dit qu'on ne peut pas subventionner, etc. Et donc, on expliquait, mais on expliquait aussi, mais dans des mots simples, parce que le droit, ça peut être extrêmement accessible, hein, surtout dans ces domaines-là. Et ça a super bien fonctionné. Il y a quelques semaines en arrière, on a organisé aussi, donc ça, c'est toute l'université, la ville de Strasbourg, la région, etc., le Forum des religions. Et là, on a eu un monde fou. Bon, parce que les gens ont besoin de savoir. Ils ont besoin d'écouter des scientifiques auxquels ils font quand même quelque part confiance. Hein. Bon, ils savent très bien qu'on peut porter un discours. Vous avez employé le terme de neutralité. Il me semble que c'est extrêmement important. Et dans un tout autre domaine, j'ai une jeune collègue de mon unité qui, depuis 2 ans, développe un programme qui s'appelle l'Université en campagne, 3 petits points, contre les idées reçues. Alors, c'est l'Université en campagne, pourquoi ? Parce qu'elle sort de la ville. Et en fait, ils vont dans des coins, alors je vais dire dans l'Alsace profonde, mais c'est certainement pas tout à fait comme ça, voilà. Elle a obtenu aussi un IDEX, Culture, Sciences et Société. Et là, avec des collègues qu'elle fait intervenir, on va parler de la discrimination homme-femme, on va parler de l'égalité au travail, parce qu'elle est travailliste, hein, donc particulièrement spécialiste de droit social. Mais on va parler du Brexit, on va parler, voilà. Et donc, ce sont des gens qui apportent leur savoir, leur connaissance, etc., à des publics, elle va dans des MJC, vous voyez, des choses comme ça, voilà, dans des zones où finalement nous n'avons pas tellement l'habitude d'aller et où, à mon avis, il est de notre responsabilité et de notre devoir moral d'aller aujourd'hui, si on veut pouvoir lutter justement contre les préjugés, les idées reçues. Et puis alors après, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Grégory. Alors le problème des chercheurs du milieu académique et du milieu non académique. Moi, j'avoue, je suis un peu réservée, j'avoue franchement. Moi, je fais un peu confiance, mais c'est vrai que c'est mon milieu depuis tant d'années, au milieu académique. Bon, je vous avoue franchement, je suis extrêmement sollicitée sur ces histoires de formation. Alors, on essaie d'intervenir partout, auprès des travailleurs sociaux, on intervient auprès de la PJJ, on intervient auprès des inspecteurs du travail, etc. Et je suis sollicitée par des boîtes privées. Et ça, moi, je m'y refuse. Voilà. Je dis, c'est pas mon job. Solliciter, finalement, voilà. Alors, tout d'un coup, on va avoir des spécialistes de tel ou tel domaine. Vous imaginez que sur ces questions religieuses, radicalisation, fondamentalisme, il faut beaucoup de recul. Voilà. Voilà, il faut les traiter avec énormément de subtilité. Il ne faut pas avoir finalement des résultats contre-productifs. Voilà. Et j'ai pu assister à un certain nombre d'interventions. Voilà, c'est pour ça que moi je suis très très réservée. Je fais plutôt confiance, mais peut-être que c'est de l'atavisme, hein, à mon milieu, c'est-à-dire le milieu académique. Bon, auriez-vous des questions ou des réactions ou... Oui, Jean-Marc, non? Pas plus? Natacha? Oui. Peut-être rajouter, nous, effectivement, en gestion, on a cet accès permanent, ce lien permanent avec le terrain par rapport à ce que vous disiez. Et notre objet d'étude, c'est l'entreprise. Donc finalement, au bout d'un moment, on étudie les acteurs organisationnels, soit par enquête qualitative ou quantitative, mais le point de départ de notre travail de terrain, c'est celui-ci. Donc après, quand on nous demande d'intervenir, c'est presque un retour un petit peu voilà, sur investissement des personnes qui nous ont accordé de leur temps, etc. Après, j'ai oublié de faire un point sur la partie enseignement. Nous, en gestion, et plus particulièrement en gestion des ressources humaines, j'ai eu l'opportunité de partager finalement mes recherches dans les Master 2, donc les futurs responsables RH des entreprises qui sont sensibilisés finalement aux questions de l'emploi des seniors, mais finalement, c'est presque le contenu de tous nos Master 2 en gestion des ressources humaines, où on a soit des intervenants de terrain, des professionnels d'entreprise qui font partager leur expertise, ou des chercheurs qui partagent leurs travaux. Donc c'est quasiment systématiquement valorisé auprès de nos Master 2, que ce soit Master Pro ou Master Recherche. Et là, cette année, j'avais un cours justement au sein de l'Université Paul Valéry sur le management de la diversité pour des Master Recherche. Donc il y a quand même une transmission également qui peut être réalisée à ce niveau-là.
Merci. Grégory? Non, non. Moi, j'aurais une petite question provocation. Est-ce que l'université, de votre point de vue, est une entreprise comme une autre? Autrement dit, est-ce que les études de gestion qui portent donc essentiellement sur les entreprises, disons, de statut privé, est-ce que ça finit par, je dirais, contaminer, vous voyez, je continue la provocation, contaminer le service public ou les services publics? Et comment vous vous situez, vous, qui appartenez au service public? D'accord. Donc oui, si effectivement le point de départ de notre discipline, c'était les entreprises privées, mais pas que. On a également des études dans le milieu associatif, dans la fonction publique. On parlait également d'ouvrir un master RH spécialisé fonction publique. Donc c'est tous les acteurs organisationnels, qu'ils soient à des fins et des volontés économiques ou pas. Après, au niveau de l'université, j'ai envie de dire, la place des gestionnaires, des chercheurs en sciences de gestion, dépend aussi beaucoup du type d'université. C'est vrai qu'à Paul Valéry, on est assez minoritaire en quantité et dans la vue, on est presque vu comme des libéraux, etc. Alors que quand j'étais à l'université Rennes, par exemple, qui était une université plutôt sciences dures, etc., où moi, chercheur en gestion des ressources humaines, j'étais presque vue comme la personne qui faisait des recherches un peu trop sociales, au sens péjoratif du terme. Donc j'ai envie de dire ça dépend du milieu, du contexte. Et puis au final, l'université, j'ai envie de dire, c'est une organisation comme une autre avec son contexte, etc. Ses objectifs, ses évolutions, mais c'est vrai que au sens large, la fonction publique aujourd'hui est revisitée du point de vue de la logique des entreprises du secteur privé. Et ça, moi, je ne suis pas forcément pour. Au contraire, je suis plutôt positionnée, hein, vu que vous me demandiez mon avis, de façon très critique par rapport à cet état de fait. Et même, je suis plus qu'inquiète de l'évolution de l'université selon ces approches-là. Merci beaucoup. Oui. Je partage tout à fait votre position. Il y a peut-être un commanditaire, entre guillemets, dont on n'a pas parlé, c'est le journaliste. Et le journaliste, je vous dis honnêtement, moi, il me pose de temps en temps des problèmes, hein, parce que vous recevez un appel le matin et on vous dit, voilà, c'est Le Figaro, France 2, enfin tout ce que vous voulez. On vous pose la question et il faut qu'immédiatement vous répondiez. Et c'est un peu un problème, non. Et c'est pas possible. Voilà. Et c'est pas possible parce que des fois, on a quand même besoin du temps, de la réflexion. Voilà. Pour peser sa réponse. Nous, alors chez les juristes, en plus, c'est un petit peu particulier. Hein, il faut quand même qu'on soit, on n'est pas juste dans la rhétorique. Hein, on nous demande des choses extrêmement précises. Et ce qui est un peu gênant aussi, c'est que parfois, dans sa question, le journaliste oriente la réponse. Il voudrait que vous disiez telle ou telle chose. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière. J'arrivais à Strasbourg d'ailleurs, et puis j'étais appelée par une radio parce qu'il venait d'y avoir une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à propos de la circoncision rituelle. Et là, le journaliste que j'ai eu au téléphone voulait absolument me faire dire que sur la première page donc, de la résolution, c'était une mesure qui était contre les juifs. Et je lui dis non, vous ne pouvez pas dire ça, il faut juste tourner la page. Hein. Et en tournant la page, vous verrez qu'il y a tout. Voilà, il faut savoir lire aussi hein, la résolution. Et ben ça faisait pas son beurre. Voilà, c'est pas tout à fait ce qu'il attendait. Parce que c'est vrai que à ce moment-là, d'ailleurs après moi j'ai eu un gros projet là-dessus, donc j'étais très très contente. À ce moment-là, il y avait eu tout un tollé, etc., qui était monté contre cette résolution. Bon, mais je ne pouvais pas lui dire ce qu'il attendait, puisque c'était absolument pas, en tout cas dans ma lecture de juriste de ce texte, ce qui en était. Voilà. Donc les journalistes, des fois, c'est pas facile, hein, le contact avec les médias parfois. Non, oui, il faut y aller. Juste, sans vouloir monopoliser la parole, en réaction aux journalistes, effectivement, donc j'ai été confrontée à ce constat-là, où une interview d'1 heure et demie, finalement, il y avait
un élément annexe que j'avais évoqué, qui était valorisé au premier plan. Donc effectivement, on se dit tout ça pour cet élément, etc. Néanmoins, quand même, si on doit retenir un élément positif, c'est qu'il contribue à la vulgarisation quand même de nos travaux. Et pour ma part, c'était plutôt en première partie de recherche, j'étais en thèse, donc je me construisais encore en tant que chercheur. Ça m'a aidé à rendre intelligibles mes travaux de recherche auprès des acteurs de terrain également. Donc ils ont quand même cette fonction de lien, mais je vous rejoins tout à fait sur la partie ils choisissent un petit peu dans le discours d'1h30 ce qu'ils ont envie de valoriser. Et c'est parfois très loin du message qu'on souhaitait faire passer. Je voudrais revenir sur la question des temporalités qui, des fois, nous mettent également en tension. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué ce matin et qui structure vraiment notre métier depuis maintenant un petit bout de temps, c'est la contractualisation. Les directeurs de labo savent à quel point c'est une contrainte. Il y a beaucoup d'attentes et donc des exigences derrière ce contrat, qui est donc de 5 ans maintenant. Et ça induit tout de même des changements de rythme dans le travail et dans la restitution du travail aussi. On fait du chiffre, c'est-à-dire il faut tant de colloques, sinon on a l'impression qu'on devient feignant. Il faut avoir tant de publications, tant d'articles, etc. Et ce matin, Jean-Marc, en arrivant, me disait, parce qu'il est directeur de labo, il vient de faire toute la liste des publications de son laboratoire, il se dit, mais c'est incroyable tout ce qu'on publie. Et il se dit, qui lit tout ça? Bon, certainement pas les évaluateurs, heureusement pour eux. Mais enfin, on est aussi dans cette accélération, dans cette course aux chiffres. Il y a sans doute des choses très bonnes, mais nous savons aussi qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas franchement utiles ou qui auraient pu attendre une maturation, une maturité beaucoup plus importante pour apporter de vrais résultats ou des résultats un petit peu innovants. Donc c'est aussi une question, nous sommes de plus en plus sous cette pression-là, des exigences de chiffres. Voilà. Sachant que derrière cela, derrière l'évaluation, il y a aussi la question du financement qui est très liée. Donc c'est un problème aussi pour nous. Voilà. Oui, je partage tout à fait, Frédéric. Alors là, je vais peut-être prendre la casquette un petit peu conseillère scientifique HCERS. En fait, à l'HCERS, que je connais quand même un petit peu, tous ces critères de chiffres ou de bibliométrie ont été abandonnés depuis déjà un certain temps, puisqu'on a signé beaucoup de déclarations, de résolutions, etc., avec d'ailleurs d'autres chercheurs ou d'autres organismes de recherche. Et en fait, à l'évaluation quantitative se substitue aujourd'hui complètement, je crois, une évaluation qualitative. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut absolument que cette évaluation soit continue, en tout cas, à être réalisée par les pairs. Voilà. Parce que ce sont les seuls à savoir si ce sont les bons supports de publication, déjà. Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple en plus dans ma discipline. Dans ma discipline, en droit, on distingue beaucoup de choses. Vous avez les notes sous arrêt, vous avez les commentaires d'arrêt, vous avez les observations, les chroniques, etc. Si je prends une chronique, c'est quelques lignes. Mais c'est extrêmement important de tenir une chronique dans un journal. Ça permet d'avoir l'actualité jurisprudentielle, en tout cas. C'est un des critères d'évaluation, parce qu'on se dit, il touche tout le spectre des publications, des supports qu'il faut avoir dans telle ou telle discipline, et en l'occurrence en droit. Mais en revanche, voilà, c'est pas parce qu'un collègue va en faire 150 que pour autant on va dire c'est génial parce qu'il a fait 150 chroniques. Non, parce que les pairs savent évaluer ce que représente une chronique. Une chronique, c'est important, mais ça n'est évidemment pas à mettre en balance avec soit une monographie, soit un article de 50 pages dans la super revue et qui vous aura pris 2 ans. Voilà, c'est cette évaluation qualitative qui aujourd'hui prend le pas quand même sur les chiffres. Plus d'impact factor, plus tout ça, fort heureusement. Donc, voilà. Oui, alors je vais donc... Enfin non, moi je ne suis pas rassuré, mais je vais nuancer néanmoins mon propos. Effectivement, il est vrai que la HCERS a évolué
beaucoup, et que ces attentes ont été modifiées. Néanmoins, en tant que chercheur lambda et en tant que responsable de labo, alors ça dépend aussi peut-être des domaines de recherche, ça a été tellement intériorisé qu'il y a une course tout de même à la publication. Alors j'ai parlé de l'HCRS, l'évaluation, mais il y a aussi l'évaluation, je dirais, enfin pas au quotidien, mais annuelle ou pluriannuelle, des chercheurs eux-mêmes, des enseignants-chercheurs par leurs universités, le CNU, pour les promotions, les changements de grade, etc. Donc tout cela, y participe. Et je dirais pour les jeunes chercheurs aussi, il y a la course à la publication, notamment quand on est très jeune et qu'on veut être qualifié après sa thèse, quand on veut ensuite postuler sur des postes, quand on sait qu'il y a de moins en moins d'opportunités, en tout cas il y a beaucoup trop de chercheurs, de jeunes chercheurs de qualité pour le nombre de postes qui sont offerts. Bon, voilà, donc c'est aussi la course, il y a une inflation quand même qui est très nette, moi je pense, voilà. Mais effectivement, la CRS, j'admets tout à fait qu'elle a changé d'opinion, en tout cas de pratique, voilà. Je partage totalement voilà, ce que tu viens de dire, parce que je suis aussi directrice d'unité. Donc voilà, et puis une unité à double tutelle, donc il y a à la fois les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Mais peut-être est-ce à nous, directeurs d'unité, je ne dis pas de résister, mais enfin de revenir, de remettre le curseur là où il faut. Voilà, et en disant, alors notamment sur les doctorants, moi je suis complètement affolée pour les doctorants, parce que non seulement ils ont tant d'heures de formation, ils doivent quand même écrire la thèse, on leur demande aussi d'avoir fait des enseignements, en plus de publier, d'avoir fait des communications et d'être actifs dans leur laboratoire. Bon. Et le café dans les colloques. Entre autres, voilà. Donc, et tout ça, la thèse en 3 ans. Ce qui est évidemment dans nos disciplines absolument inimaginable. C'est trop, voilà, c'est trop. Et peut-être que c'est à nous aussi de faire comprendre à un moment donné, c'est trop, on ne va pas au-delà. Et même sur nos doctorants, moi je sais que j'en ai pour certains, j'ai dit non, en 3e année, hors de question de continuer avec les enseignements, on lâche, parce qu'il va falloir, il faut écrire maintenant. Voilà. Donc peut-être que c'est à nous aussi d'impulser une autre politique, même par rapport à nos jeunes collègues, en disant, bon ben voilà, il faut quand même choisir à un moment donné, ne serait-ce que pour la promotion CNU, hein, c'est clair. Quant à l'évaluation de la recherche au niveau du CNRS, c'est encore plus difficile. Grégory, un mot ou on passe à la salle sinon. Peut-être juste un mot justement sur les doctorants et sur les jeunes docteurs, parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez assez sceptique justement qu'il puisse y avoir une forme de recherche en dehors justement du monde académique, en disant que vous n'avez pas cette confiance vis-à-vis de ce monde qui ne serait pas justement rattaché à des institutions de recherche. Mais vu le problème que vous venez d'évoquer, avec des postes qui se raréfient, avec des docteurs qui sont en nombre, le nombre de docteurs est en expansion, on ne peut pas demander à la fois à tous ces doctorants d'avoir donc toutes les qualités dont vous venez de parler, puis d'arriver à l'âge de 26 ans avec un doctorat, pas de poste, et d'abandonner totalement leur discipline. Donc il y a bien un moment où on leur propose, d'ailleurs c'est souvent par le biais des enseignants, des directeurs, de travailler sur un contrat, puis un deuxième, de travailler pour une collectivité à la place du chercheur renommé, avec justement le chercheur renommé un peu en appui scientifique derrière. Et là, on est dans des situations où le docteur est toujours fait de la recherche, mais n'a pas la protection justement de son institution, n'a pas forcément la protection de ses pairs, et peut être dans une forme de manipulation vis-à-vis de ses commanditaires. Et pour ces catégories que j'appelle chercheurs, on peut les appeler autrement si vous préférez, des post-docs, des gens qui sont des jeunes diplômés et qui ont beaucoup de qualités, comment finalement chaque discipline réussit à créer des dispositifs pour les protéger et qui puissent travailler en autonomie aussi avec des formes de commanditaires qui peuvent leur demander, voilà. Bon, on est arrivé à un terrain d'entente. Il nous reste un petit quart d'heure pour échanger avec vous. Alors, pour le micro, il faut m'indiquer comment on pratique. Il y a un micro salle, c'est ça ?